Ok, je vais vous donner les chiffres tout de suite. Cette RTX 5080 propose un gain en moyenne de 15% par rapport à la 4080 en 4K et ça descend à 13% si vous jouez en 1440p. C'est faible, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette carte graphique a quand même une raison d'exister. Attention, je ne dis pas qu'elle devrait exister sous ces conditions-là, mais que finalement elle n'est pas non plus inutile. Dans ma dernière vidéo, j'ai terminé avec la conclusion suivante. J'ai dit que le succès de la série RTX 50 sera déterminé par la qualité de ces fake FPS. Bon, si je vais être totalement professionnel, je devrais dire des images générées par IA. Et depuis, j'ai pu tester une 5080 et voir de mes propres yeux les technologies qui sont proposées par Nvidia. Et j'ai plein de choses à vous dire, aussi bien sur le négatif que le positif, aussi bien sur la latence que sur la qualité des fake FPS. Je me lève parce que j'essaie de ne pas être trop statique dans mes vidéos, même si je fais que parler. Le problème, c'est que mon trépied n'est pas assez haut. Donc je vais rester dans cette position. La carte que j'ai pu tester, c'est celle de PNY. Pour l'anecdote, c'est une marque avec qui j'avais travaillé avant, quand j'étais du côté business, quand je bossais dans une entreprise d'intégration de PC. Et on était très surpris, c'était en 2021, sur la série RTX 30. On était très surpris du taux de SAV qui était beaucoup plus faible que certaines marques. Donc c'est une bonne chose que la carte vienne de chez eux. C'est gentil à eux de me l'avoir envoyé pour tester, mais j'ai aucune contrainte de mise en avant. J'ai vraiment mal au dos à parler comme ça. Oh. L'ADH chez PNY, ça a toujours été quelque chose de simple, de droit au but. Et là, sur cette carte, même si on a des éléments esthétiques qui sont assez sympas, on a un peu de relief et une backplate en métal, mais globalement, c'est une carte qui va plutôt aller chercher la sobriété. Bizarrement, ce qui m'a étonné, c'était sa légèreté et puis sa taille. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est assez grosse, mais en fait, elle est plus petite que le modèle équivalent de la génération 40. Et j'ai été perplexe, j'avais un petit peu peur. Parce que la 5080 sur le papier, elle consomme 40 watts de plus. Donc si elle consomme 40 watts de plus, pourquoi on réduit la taille de la carte? Donc je me suis empressé d'aller vérifier les températures. Sur TimeSpy Extreme, cette carte affichait seulement un pic de température à 64 degrés. C'est vraiment très bien. Et elle n'était même pas sur une table de bench. C'était dans un boîtier GT302 comme n'importe quel PC comme le vôtre. Par contre, pour une carte overclockée d'usine, l'overclocking est vraiment timide. On a un gain de 110 MHz par rapport à la fréquence d'horloge de base sur la Founders. Franchement, ça apporte pas un gain qui va être vraiment visible quand vous allez l'utiliser. Mais moi, je me suis amusé à l'overclocker très rapidement parce que j'avais pas beaucoup de temps. Un overclocking à l'arrache, ça fonctionnait et puis j'ai quand même réussi à en tirer 5%. Ok, passons au résultat des tests que j'ai réalisés. Le 15 et 13% que je vous ai donné tout à l'heure, c'est le gain moyen en FPS testé sur ces 7 jeux. Les conditions de test étaient en 4K et en 1440p sous rasterisation sans DLSS. Rasterisation, ça veut dire que j'ai pas activé le ray tracing et sans DLSS, donc pas de technologie d'upscaling pour booster nos FPS. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes appellent les performances brutes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne joue pas que en rasterisation. On n'est pas en 2018 quand le ray tracing vient d'être introduit. Aujourd'hui, le ray tracing a quand même gagné de la place. Au fil des années, l'intégration du ray tracing s'est faite de mieux en mieux. Donc maintenant, il y a vraiment un impact visuel qui est important si on peut l'activer, si on peut se le permettre. Alors, voyons comment notre carte se débrouille quand on active le ray tracing sur certains jeux. La RTX 5080 se débrouille plutôt bien sur Dragon's Age en 4K ray tracing ultra. On a une moyenne de 50 FPS et un gain par rapport à la RTX 4080 de 20%. Ça fait vraiment la différence de jouabilité parce que précédemment, on était largement en dessous des 50 images par seconde. Quand on active le path tracing, les choses se compliquent. N'importe quelle carte graphique qui subit l'activation du path tracing commence à parler dans toutes les langues, mais pas français. Je vous rappelle, le path tracing, c'est une version plus avancée du ray tracing qui va simuler des comportements, des interactions de lumière plus complexes. Typiquement, c'est par exemple le reflet sur un objet depuis une source lumineuse indirecte. Donc en fait, la lumière fait des rebonds pour atterrir finalement sur l'objet. Et là, on a un gain de 13 à 20%, sauf que passer de 15 à 17 FPS, ça va vraiment rien changer sur notre gameplay. D'ailleurs, on a tellement peu d'FPS que la marge d'erreur a un impact significatif sur le pourcentage récupéré. Mais alors, comment on fait? Certains me voient venir, mais attendez, vous allez voir, je vais bien déballer et peut-être que vous allez être surpris. Dans la réalité, on a deux choix. Soit on réduit les paramètres de ray tracing ou de path tracing et on va aller chercher des paramètres de ray tracing moyens, voire faibles. Moi, ça me donne un petit peu l'impression de brasser de l'air, donc j'ai pas envie. Et la deuxième solution, ça va être de suivre sagement les recommandations de Nvidia
est d'activer le DLSS. Sur Alan Wake 2, en activant le DLSS 4 en mode équilibré, oui, j'ai pas envie d'activer le mode performance comme c'est recommandé par Nvidia parce que j'ai acheté un écran 4K, bordel. Et là, on passe de 17 à 39 FPS. On gagne plus du double. C'est stylé. Mais c'est toujours pas jouable. Vous me voyez venir. Maintenant, chers amis, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, laissez-moi vous apporter l'arme secrète de Nvidia. L'arme secrète de Nvidia. La potion magique et la solution à tout problème de gamer, la Frame Generation. Et sa grande sœur, la Multi-Frame Generation, qui est compatible uniquement sur cette RTX 5080 et tous les autres RTX de la série 50. Sur Indiana Jones, j'ai obtenu 75 FPS en moyenne avec la Frame Generation. C'est beaucoup mieux, mais le ressenti n'est pas incroyable et je vais vous en parler dans un instant. Sur Alan Wake 2, j'active la Multi-Frame Generation x4 et on passe de 39 à 132 FPS. Rappelez-moi, on avait combien d'FPS sur Alan Wake 2 sans activer les boosts en path tracing? 17. 17. Oui, mais quand la latence? Ok, parlons de latence. Soyons clairs, à l'heure où je vous parle, si vous jouez à un jeu compétitif, multijoueur, en ligne, on n'active pas la Multi-Frame Generation, on n'active pas la Frame Generation et on n'active pas le DLSS si on n'en a pas absolument besoin. Et quand vous avez une RTX 5080, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que ça ajoute de la latence et vous n'avez pas envie d'avoir une image upscalée parce que vous risquez de ne pas voir la tête d'un ennemi qui est tout petit au loin là-bas. Mais dans un jeu à action lente comme Indiana Jones, ça fait quoi d'avoir un peu plus de latence? Eh ben ça fait de la merde. À ma grande surprise, Indiana Jones, malgré que ce soit un jeu hyper récent, un jeu AAA, un jeu qui a la frame gen, le DLSS, qui a toutes les technologies, il n'a pas Nvidia Reflex. Reflex, c'est la technologie d'Nvidia qui permet d'optimiser la communication entre notre processeur et notre carte graphique pour réduire la latence de notre système. Et ça, on l'a pas sur Indiana Jones. Donc, quand on a un peu de FPS de base et qu'on active la Multi-Frame Generation, qui indirectement génère plus de latence, je vais vous expliquer dans un instant, eh ben, c'est très désagréable parce que j'ai certes une image qui est plus fluide à l'œil, mais mon personnage est moins réactif. Le truc, c'est que ce ne serait pas juste et même méchant si j'utilisais Indiana Jones pour résumer la situation. Indiana Jones, c'est plutôt une exception. Parmi la liste des jeux que j'ai testés et des jeux qui sortent aujourd'hui, ils intègrent quasiment tous Reflex. Maintenant, si vous avez 2 minutes, je veux bien prendre le temps de vous expliquer la relation entre la latence et la frame generation. Parce que c'est un sujet qui est vraiment... Tout le monde parle de latence quand on parle de frame generation et je pense que ça nécessite d'être expliqué. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez passer directement à la partie la plus importante de cette vidéo, qui est la partie suivante. Ok, pour ceux qui sont restés, il y a juste deux choses à savoir. La première, une phrase, le DLSS ne crée pas de latence. Deuxième chose, la quantité de FPS influence votre latence. Plus vous avez d'FPS, meilleure sera la latence. Donc, elle sera plus faible. Et la frame generation n'augmente pas directement votre latence. C'est une conséquence indirecte. Imaginez un scénario comme ça. Vous avez 50 FPS de base. Votre latence est à 60 millisecondes. Vous activez Reflex. Votre latence tombe à 40 millisecondes. Donc votre base, c'est 50 FPS et 40 millisecondes. On est d'accord. Vous activez la frame generation x4. Peut-être que vous pensez 50 x4, 200 FPS. Non, vous allez avoir 172 FPS. Pourquoi? Parce que la frame generation consomme de la ressource. Vous ne le voyez pas, mais votre FPS de base est passé de 50 à 43. Donc en réalité, c'est 43 x 4, 172. Ça se passe en fond, donc vous ne le voyez pas au compteur. Et c'est ça qui a un impact négatif sur la latence. Parce que j'ai dit en premier que la quantité de FPS influence sur la latence. Vous ressentez une latence qui est plus élevée parce qu'on est certainement passé de 40 à 46 millisecondes. C'est pour ça que certains disent c'est plus fluide à l'œil, mais moins fluide à la main. Après, encore une fois, si vous avez moins de 50 millisecondes de latence, c'est considéré comme fluide. Si vous avez moins de 30 millisecondes, c'est vraiment très fluide. Il n'y a pas de quoi se plaindre comme sur Indiana Jones, tant que le réflexe est là et tant que votre FPS de base n'est pas trop élevé. Je pense que cette partie de la vidéo est vraiment la plus importante parce que cette génération de cartes graphiques, tout est dans l'expérience. Vous allez voir, il y a du positif, mais il y a surtout quelque chose de très négatif. Pour la plupart des jeux que j'ai testés, même avec la Multi-Frame Generation, ma latence était contrôlée entre 30 et 50 millisecondes. Donc, c'était une expérience plutôt unique
de jouer à un jeu AAA avec 240 fps, avec 170 fps, en ultra ray tracing, pass tracing, ça c'est unique. Pour moi, la multi-frame generation de cette 5080, c'est un gros plus si vous possédez un écran haut de gamme 4K ou 240 Hz. Aujourd'hui, si vous souhaitez vivre une expérience similaire, c'est la seule solution. Il n'en existe pas d'autre. Je vous ai dit qu'on allait parler de positif et de négatif. Et vous avez certainement remarqué, jusque-là, c'est plutôt cool. Bon, il y a quelques trucs qui sont pas bien, mais globalement, j'ai une bonne expérience. Jusqu'à ce que je rencontre ce bug sur Cyberpunk. Regardez le comportement de ces écrans qui affichent un effet arc-en-ciel. Est-ce que pour vous, c'est normal ce qui est en train de se passer? Je suis actuellement sous DLSS 4, donc avec le nouveau modèle Transformer. Et maintenant, regardez, je passe en natif. Donc, je désactive le DLSS. Ça, c'est le comportement normal. Maintenant, je réactive le DLSS, mais au lieu d'être en DLSS 4 sous le modèle Transformer, je passe sous le modèle CNN, l'ancien. Et le bug ne réapparaît pas. Conclusion, est-ce que le modèle Transformer tant loué par Nvidia serait moins bon que le CNN du DLSS 3? Non, parce que objectivement, c'est beaucoup mieux sur certains points, mais ça apporte de nouvelles problématiques. En fait, Transformer, ça améliore vraiment, globalement, la qualité de l'image. Quand je switch entre Transformer et CNN sur Cyberpunk, on voit bien que Transformer apporte une amélioration globale sur l'image. Le ghosting, effectivement, il est aussi réduit. Je vous mets en exemple cette scène sur Alan Wake 2. J'ai remarqué en DLSS 3, on avait vraiment c'est même plus du ghosting, là c'est un ghost, c'est un fantôme qui me suit là. Et une fois que j'active le DLSS 4, là, vous voyez que l'image est parfaite. Le problème est totalement résolu. Le vrai défaut de Transformer, c'est qu'il est dépendant de la compréhension de la scène qu'il voit. Si cette scène, il ne la comprend pas, cet objet, il ne la comprend pas, c'est pas dans sa base de données, il n'a pas été entraîné sur ça, il ne saura pas quoi en faire et il va totalement transformer notre objet. CNN, pourquoi il n'avait pas ce problème? Parce que CNN, il va se concentrer sur des tout petits blocs de l'image et il n'a pas besoin de comprendre la scène pour savoir qu'ici, il faut mettre un bloc jaune. Donc, ce que je retiens, c'est que Transformer est grandement dépendant des entraînements de Nvidia. Si Nvidia n'a pas une base de données suffisamment riche qui couvre suffisamment de scénarios, eh ben, leur modèle Transformer ne fonctionnera pas si bien que ça. Donc, c'est une question de temps, c'est une question d'entraînement et je pense qu'à la vitesse à laquelle l'IA va, ça arrivera plus rapidement ce qu'on croit. En tout cas, je reste optimiste sur ça. Il y a juste un point où je demande à être clarifié. Si ce comportement est quelque chose à prendre en compte lors du développement d'un jeu vidéo, est-ce que les artistes 3D vont être moins courageux quand il s'agit de créer des mondes originaux, des mondes fantastiques, des objets qui n'existent pas dans notre monde? Ça me rappelle le commentaire d'une personne visionnaire parmi vous qui m'a laissé dans ma dernière vidéo qui disait « J'ai peur qu'avec ces technologies, les joueurs ne puissent plus voir ou ne voient plus ce que les développeurs ont vraiment voulu créer. » Cette phrase est très profonde et elle est immédiatement liée à ce qu'on est en train de constater. Avant, quand on avait une carte graphique à 1000 € et qu'on joue à un jeu qui est mal optimisé, eh ben c'est pas grave parce que moi, j'ai de l'argent et j'ai une carte graphique haut de gamme qui va pouvoir compenser. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une 5090 et vous serez toujours dépendant de plein de choses que vous ne maîtrisez pas. Donc si vous me demandez, Kang, est-ce que tu recommandes la 5080? Eh bien, je vous répondrai que la 4080 ne semble plus être en stock. Ok, fin de la vidéo. Avant de vous laisser, j'ai envie de vous passer un petit mot de fin, un petit mot qui vient du cœur. Je voulais vous dire que cette génération de cartes graphiques, ça marque un tournant dans le jeu vidéo. Vraiment. Mais ça ne date pas d'hier. C'est un plan hyper long terme qui avait déjà été lancé il y a longtemps depuis Nvidia, 6 ans en arrière, et qu'on le veuille ou non, ça va continuer dans ce sens. J'y peux rien, vous n'y pouvez pas grand-chose. Et c'est pas en critiquant, en disant que c'est de la merde, que ça va faire évoluer quoi que ce soit. À la place de ça, je préfère qu'on essaye de mettre en avant les bugs des technologies, les défauts de ces technologies, pour forcer, pour mettre la pression sur les studios de jeux vidéo et sur Nvidia pour améliorer les technologies rapidement. Donc je pense que cette vidéo fait partie de cet effort. Merci pour les commentaires que vous laissez en dessous de mes vidéos. N'hésitez pas à partager le fond de vos pensées en positif ou en négatif, tant que c'est constructif. Merci pour votre temps et abonnez-vous pour me revoir dans une prochaine vidéo.